À la une étude inédite, la toute première étude sur les hommes incarcérés en France pour terrorisme islamiste, les hommes et les femmes d'ailleurs. Pour la toute première fois, une enquête permet de dessiner le portrait robot du djihadisme et de la radicalisation. Cette étude a été menée par le politologue Xavier Crétier. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, co-auteur avec Nathalie Duclos de Violence politique, théorie, forme, dynamique. C'est chez Armand Collin. Commençons par l'actualité, si vous le voulez bien, avec le procès des attentats du 13 novembre en France. Mohamed Abrini, premier accusé entendu dans ce procès, a justifié les attentats perpétrés par Daesh comme une réponse, je cite, aux bombardements occidentaux en Syrie. Il dit toutefois que l'islam pour lui, c'est un islam normal et pas un islam radical. On est pile poil dans un des sujets de votre étude. Qu'est-ce que ça vous inspire comme déclaration ? Oui, c'est une déclaration finalement assez normale au regard de qui est l'accusé. C'est-à-dire qu'à la fois on réagit en réaction à une violence qui nous est faite. Et nous ne sommes pas finalement nous les agresseurs, mais nous avons été agressés et donc nous réagissons. Et puis dans le même temps, ce qui caractérise les salafos djihadistes, c'est l'idée de dire qu'ils sont les vrais musulmans. Ils incarnent le véritable islam et que tous les autres sont des renégats. Et c'est même ça qui fait leur dangerosité absolue. C'est-à-dire que non seulement les croisés, les juifs, évidemment, sont les ennemis, mais plus généralement, tous les musulmans chiites, bien sûr, et même les sunnites qui ne les suivent pas. Donc ça fait beaucoup de monde. Alors j'ai trouvé la petite phrase qui m'échappait tout à l'heure. Il nie toutefois, Mohamed Abrini, avoir commandité ces attaques. Alors votre étude, elle a été menée avec le sociologue Romain XVI, avec l'aide de Jennifer Boireau, substitut du procureur au tribunal de Nancy, c'est important, et elle est commandée par la mission de lutte contre la radicalisation violente qui dépend de l'administration pénitentiaire. Voilà pour le décor, si l'on peut dire. Comment est-ce que vous avez procédé ? Vous avez interrogé tout de même 454 personnes. En tout cas, il y a des statistiques sur autant de personnes. Alors, on n'a pas interrogé 454 personnes, mais sur les 454 djihadistes actuellement incarcérés pour terrorisme islamiste, dans ces 454, vous avez 70 femmes. Donc vous avez 384 hommes, et nous, on a travaillé sur 353 hommes. Pour l'instant, que des hommes. On n'a pas encore travaillé sur les femmes. Et on a travaillé sur ce qu'on appelle les notices de radicalisation qui sont faites en prison par des psychologues, des éducateurs, des membres du SPIP, des membres du renseignement pénitentiaire, etc. Et on va voir ce qui en ressort d'abord sur le volet de la religion. On l'évoquait d'ailleurs à l'instant avec cet accusé au procès de Paris. Premier chiffre, 75% sont issus de familles de tradition musulmane, 25% sont des convertis. D'ailleurs, il y a aussi un chiffre, 31% parmi ces 75%, ce qu'on appelle des nouveaux pratiquants en fait, Voilà, on estime qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont de tradition musulmane, qui sont en effet de tradition musulmane, mais dont les familles ne pratiquaient absolument pas, ce qu'on pourrait appeler des born again, dans le sens un petit peu protestant du terme, aux États-Unis, mais c'est des gens qui ont redécouvert l'islam. Et vous avez en effet 25% de gens qui sont convertis, c'est-à-dire qui appartenaient à d'autres religions, essentiellement catholiques ou protestantes, mais on a quand même 2 juifs et 3 bouddhistes. 2 juifs et 3 bouddhistes. On l'a vu ce chiffre, 54% ont des connaissances religieuses faibles ou très faibles. Autre chiffre, pratique religieuse avant l'incarcération, 43% absolus, 5% absentes, 24% intermittentes et 28% modérées. Alors, comment ça se passe du point de vue socio-économique cette fois ? Est-ce qu'il y a une précarité ? Et si oui, est-ce que cette précarité, elle se double d'une sorte d'instabilité familiale, affective ? Alors, c'est 2 choses assez différentes. À la première, je réponds oui, il y a une forme de précarité, ça c'est très clair. On a des gens qui sont quand même très massivement sous-éduqués. Vous avez 50% des gens qui n'ont même pas le niveau bac et vous n'avez que 11% des gens qui ont bac plus 2 et qui proviennent pour la plupart de familles très précaires puisqu'à peu près, j'essaie de retrouver mes chiffres, mais à peu près 60% sont dans une forte précarité ou ont des ressources limitées ou une forte précarité. Par contre, et ça c'est peut-être quelque chose d'assez étonnant, on n'a pas des gens qui viennent de familles totalement dysfonctionnelles. Donc la thèse de l'explication de la radicalisation par la dysfonctionnalité des familles, elle ne fonctionne pas. De la même manière, par l'absence du père, vous dites c'est pas si simple que ça, c'est même par la trop grande présence de la mère. Voilà, alors ça c'est en effet quelque chose d'assez étonnant. Le père peut être absent, il l'est parfois assez souvent. Il peut être présent tout en étant absent, c'est-à-dire présent mais complètement minoré. Par contre, ce qui nous a frappé, et c'est pour quasiment un tiers du corpus, c'est l'importance de la mère. Et une mère extrêmement présente. On me dirait en soi, avoir une mère présente, c'est pas une tare. Mais sauf que là, on a une mère qui peut être parfois
vraiment d'une présence quasiment étouffante, et ça peut expliquer la radicalisation. Et un chiffre, il est important pour finir, 60% déclarent avoir ressenti un choc moral de manière plus ou moins intense, par exemple, voir des vidéos violentes sur Internet, mais pas seulement. Oui, alors les chocs moraux, c'est en effet le constat de vidéos violentes qui vont marquer, qui vont pousser l'acteur à un engagement, qui vont le conduire à se sentir obligé de s'engager, mais ça peut être, c'est pas que de la vidéo, ça peut être aussi une expérience traumatisante dans sa jeunesse. Je pense en particulier à une quinzaine de Russes d'origine de Tchétchénie qui ont vécu la guerre, ou des gens issus d'Algérie qui ont vécu la décennie noire. Ça peut être l'expérience de la torture, ça peut être aussi des agressions de type sexuel, par exemple, dans la jeunesse, qui peuvent avoir... C'est pas le seul phénomène explicatif. On comprend bien que c'est un phénomène multicausal, mais ça peut expliquer. Merci beaucoup, Xavier Crétier. Cette étude, elle sort dans 3 semaines. À peu près. Merci beaucoup en exclusivité sur TV5 Monde de nous en avoir parlé. Ça va sans doute aider pour la prévention de la radicalisation.